Et Flash est en Ukraine et je voudrais qu'on le prenne tout de suite. Et je vous promets qu'on reparle de nucléaire juste après. Mais je voudrais d'abord... Bonsoir Flash. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, je vous entends très bien. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes français. Vous Ouais, combattez avec l'armée ukrainienne. ouais. Quel est votre... Alors, je ne vais pas dire où vous êtes ce soir. Je ne vais pas donner votre vrai nom, évidemment. Mais quel est votre rôle auprès de l'armée ukrainienne? Là, actuellement, je suis chef de section depuis maintenant 2 ans, en fait, d'un groupe de combattants étrangers en Ukraine. Et ça consiste en quoi concrètement? Vos journées sont faites de quoi? Là, actuellement, on a beaucoup d'entraînement. Après, on a quelques opérations. Maintenant, on a beaucoup de... Comment dire? Ça varie beaucoup ce qu'on fait comme travail. On fait de l'assaut, on fait de la reconnaissance, du sabotage, on fait de l'observation. Pourquoi vous avez décidé, vous, de vous engager avec les Ukrainiens? Alors moi, j'ai décidé de partir après avoir vu les images de Boutcha et Irpin. Et puis, en fait, j'ai vu énormément comment dire, d'exactions qui ont été commises auprès de civils ukrainiens. Ça m'a atteint et du coup, j'ai décidé de partir. Voilà, j'ai réfléchi quelques semaines et après, je me suis lancé. Vous aviez déjà comment dire, un bagage militaire? Ouais, j'avais déjà effectué quelques années dans l'armée française. Est-ce que vos proches ont compris votre choix de partir? Ouais, au début, pas vraiment. Pas vraiment, ils étaient beaucoup contre. Euh, et puis au final, je pense que là, maintenant, ça fait quasiment 3 ans que je suis ici. Donc ils ont fini, de toute manière, ils ont fini par l'accepter, même si je sais que ça leur, sentimentalement, ça leur fait un peu mal parce qu'il y a toujours la crainte de perdre un proche dans une guerre. Hmm. Et comment vous vivez ce risque? On était tout à l'heure avec la maman de Charlie, dont vous connaissez sans doute l'histoire, qui était aussi un Français engagé en Ukraine et qui a perdu la vie là-bas. Comment vous vivez ce risque-là? Ah, en fait, c'est le risque, comme de toute manière, les Russes bombardent un peu les villes sans trop de précision. Il y a un risque qui est constant. Voilà, juste le fait de pas avoir de chance, juste dans la vie civile. Après, au sein des opérations, de toute façon, comment dire, le risque, il est à partir du moment où on rentre dans le véhicule d'infiltration jusqu'à ce qu'on a la zone d'extraction et qu'on rentre à la maison. Hmm. Mais pour vous, comment dire, l'enjeu est plus important que le risque. L'enjeu, ce qu'il y a à défendre en Ukraine aujourd'hui, est plus important que ce risque-là. Ah oui, de toute façon, pour moi, je veux dire, au bout de 3 ans, on finit forcément par être à fond dans la cause et puis enfin, l'être individuel passe après la cause commune. Est-ce que vous avez l'impression qu'en défendant l'Ukraine, vous nous défendez, nous, au-delà des frontières ukrainiennes? Bon, au niveau peut-être des intérêts, oui, mais après, je pense pas que les Russes, dans l'immédiat, même dans les 5 ans à venir, ils seraient pas assez évolués militairement et ils auraient pas assez de personnel pour se permettre d'aller envahir jusqu'aux frontières françaises. Maintenant, les frontières des pays baltes, oui, dans les 5 ans à venir, ça peut éventuellement arriver ou repartir sur une conquête de la Géorgie ou encore une fois une autre tentative pour annexer des parties du territoire ukrainien. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que pour vous, il faut infliger à la Russie une défaite en Ukraine? Ah oui, absolument. Mais est-ce qu'elle est possible, cette défaite-là, cette défaite russe? Militairement, ça devient de plus en plus compliqué, surtout parce qu'on a tardé. Voilà, on s'est mis les gouvernements occidentaux se sont mis des lignes rouges imaginaires parce qu'on a vu que la Russie n'avait pas mis à exécution ces menaces qui étaient de toute façon irréalisables sur la menace nucléaire. Maintenant, on a fait beaucoup de promesses, après on a parlementé, on a cherché, essayé d'avoir des solutions diplomatiques. Bon, on a bien vu le résultat, hein, à part faire plus de morts et que la guerre s'enlise, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. Ce qui a changé, et peut-être pour vous, vous allez nous le dire, c'est qu'avec l'arrivée de Donald Trump et les décisions qui ont été prises récemment, le renseignement américain à destination de l'armée ukrainienne s'est arrêté. Les munitions, alors peut-être que ça met un certain temps, mais les munitions, l'aide militaire américaine, pareil, est suspendue. Est-ce que vous, ça vous touche directement? Est-ce que ça touche directement l'armée ukrainienne? Est-ce que vous le ressentez, ça déjà, ce changement-là? Pour l'instant, le manque de munitions, pas tellement. Après, forcément, selon leur utilisation, ça peut se faire ressentir très très vite.
Malheureusement, que ce soit l'Europe ou l'Ukraine, c'est beaucoup reposé sur les États-Unis. Ça fait plusieurs mois qu'on parlait que si Trump arrive au pouvoir, on se retrouvait dans une situation compliquée. On a espéré qu'il n'arrive pas au pouvoir ou qu'il change d'avis. Bon, bah voilà, ses intérêts financiers avec la Russie passent avant sa défense de la démocratie. Et au final, on se retrouve avec uniquement comme partenaire, hein, je parle du point de vue ukrainien, le plus gros partenaire, ça reste l'Europe. Voilà, maintenant, si l'Europe commence à avoir des doutes et à lâcher l'Ukraine, et ben malheureusement, l'Ukraine va se retrouver seule face à la Russie et tiendra le temps qu'elle pourra tenir. Mais dans ce cas-là, il n'y aura absolument aucune victoire, ni même un arrêt des hostilités. Hein. Rien n'empêchera les Russes de pousser jusqu'aux frontières ouest ukrainiennes. Alors, ils sont pas une majorité, mais qu'est-ce que vous dites aux Français qui peuvent nous regarder ce soir et qui se disent est-ce qu'il faut encore faire un effort? Est-ce qu'il faut encore continuer à aider l'Ukraine? Bah, je pense qu'il faut continuer à aider l'Ukraine. Maintenant, faut le faire de manière intelligente. Il faut pas non plus économiquement plonger le pays dans un chaos complet. Je parle de la France, mais faut forcément accélérer un peu parce que on a tardé. On s'est dit voilà, peut-être qu'on va augmenter l'industrialisation, peut-être pas. On va faire ça doucement. Et là maintenant, on se retrouve pris de court en fait par la décision de Donald Trump et par le fait que bah, les politiques, voilà, encore une fois, c'est beaucoup de promesses, que ce soit pour aider l'Ukraine ou pour essayer de trouver une solution à la fin des hostilités. Mais militairement, ça va être compliqué et diplomatiquement, je pense que ça va l'être encore plus parce que malheureusement, Poutine se retrouve dans une situation un peu de force avec les décisions de Trump. Et ça va pas du tout, ça va pas du tout en notre faveur. J'ai une dernière question, Flash. Est-ce que vous envisagez de rentrer en France? Non, non, du moins tant que j'ai pas fini mon contrat, j'irai jusqu'au bout. Bon, merci beaucoup. Merci Flash d'avoir été en direct avec nous ce soir dans cette soirée spéciale. On entendait les talkie-walkie derrière vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais qu'il est tard aussi chez vous. Merci d'avoir été là en direct avec nous.